Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Doc Life, nous retrouvons le producteur et réalisateur Daniel Wyss pour la deuxième partie de l'entretien. Daniel parle de sa double casquette en tant que producteur et réalisateur et des défis que cela engendre dans son travail. Tu dis qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de parcours type. Est-ce que tu as repéré des choses, des éléments qui font que ça aide? Il y a des jalons comme ça qui se posent dans une carrière de documentariste. Alors oui et non, c'est-à-dire que chaque projet est complètement différent. Il y a des films qui vont être très faciles à mettre en place, si tu veux, et des films qui ont l'air simples mais qui vont être extrêmement compliqués à mettre en place. Le grand problème, là, cette dichotomie réalisation-production, elle est surtout liée à qui va prendre des décisions et lesquelles. Est-ce que c'est des décisions qui sont liées à l'affect, au fait que tu aimes tes personnages, ou que tu aimes l'histoire et que tu as envie de... Ces genres de décisions liées à l'affect vont peut-être aller à l'encontre du film lui-même. Parce que, voilà. Je dirais, il n'y a pas de recette, entre guillemets, mais c'est vrai que le fait d'avoir été entouré par des gens bienveillants mais critiques, et critiques à des moments clés, que ce soit Stéphane Goël ou Alex Mayenfish, ou même Fernand Melgar, quand il était encore là, qui allait critiquer mon dossier ou mon montage ou la façon dont on allait envisager même des interviews ou des choses comme ça, mais surtout au montage. Ou même au stade dossier, c'est-à-dire au stade où tu vends une idée à la télévision et aux institutions en disant « Mais est-ce que tu ne crois pas que ça serait plus intéressant d'avoir... Là, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est le fait de pouvoir avoir des gens qui peuvent te donner des bons conseils au bon moment. Hein, que ce soit éditorial ou que ce soit productionnel ou que ce soit c'est quoi la stratégie de diffusion. Si je pense à Atterrissage forcé par exemple, l'idée de l'animation elle est venue assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là ils n'arriveraient pas à porter le récit tout seuls. Puis on s'est dit comment tu racontes cette histoire qui est bien. On raconte l'histoire d'un camp de prisonniers où il y a 3 photos qui se courent après, il n'y a aucune archive filmique. Ça va être dur, tu vois. De nouveau, c'est un peu un hasard, pas vraiment, mais un peu de calendrier, mais à un moment donné, voilà, au même moment où je commence la préparation et les recherches et la production du film, on tombe sur une formation focale, média, à Viborg, en Danemark. How to produce animated documentaries. Comment produire des documentaires animés. Alors moi, je dessine très très mal, tu vois, donc mais on ne te demande pas de dessiner, on te demande comment tu veux produire ça. Et donc, en parallèle à l'écriture de mon dossier, je vais aller 3 fois une semaine au Danemark pour assister avec d'autres gens à ça. Et chacun doit venir avec un projet. Alors d'une part, j'agrandis mon réseau au niveau national et international, forcément, mais surtout, je suis en phase avec d'autres gens qui ont d'autres projets, d'autres façons de faire, et puis voilà, et puis qui vont un peu casser ou remettre en question, ou en tout cas questionner mes choix. Et puis, à la fin de ça, c'est vrai que grâce à eux, un des trucs, c'est de fabriquer un teaser. Et puis fabriquer, moi, pour mon dossier de production, je leur dis que j'ai besoin plutôt de fabriquer des planches storyboard pour qu'on ait un peu une idée d'à quoi va ressembler l'animation. Et donc, ils m'aident à faire ça. Donc, c'est vrai que quand j'arrive au moment du dossier, j'arrive avec un truc qui, même s'il n'est pas très clair encore dans ma tête, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, et puis qu'on n'a pas fini le tournage et qu'on n'a pas fini de savoir à quel moment ça va être animé ou pas, mais en tout cas, on donne l'impression qu'on a un plan, une stratégie et que c'est assez crédible. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouve, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que faire ce boulot, que ce soit réalisateur, monteur ou producteur, c'est un travail d'équipe. C'est pas un truc où il y a peut-être des gens, des génies, des Stanley Kubrick qui arrivent peut-être à tout faire, mais j'en suis pas un. Mais c'est cette idée de dire, j'ai une idée, j'ai un concept, je vais le mettre à la table avec d'autres gens qui vont pouvoir le critiquer et le questionner et me dire « Ah bah tiens, peut-être que tu as raison ». Et donc on arrive un peu à une formulation un peu simpliste et simple, de dire « Ok, ce film-là, il va être fait pour ce qui raconte la Grande Guerre, les histoires, on va dire,
du contexte sont racontées par des archives. Et il y a plein d'archives du ciné-journal, mais aussi des archives allemandes, américaines, hein, tout ce que tu veux. Ça va être raconté comme ça. Et puis ensuite, tout ce qui est histoire personnelle, qu'on n'arrive pas à raconter ou qu'on arrive difficilement à raconter, elles vont être portées par la voix, qu'on pourra du coup couper comme on veut parce que voilà, ces gens-là sont un peu vieux, mais voilà, on ne va pas dénaturer leurs propos, mais on va remonter ça pour que ça soit audible, compréhensible et un peu que ça ait du rythme. Et puis, on va illustrer ça avec du dessin animé. Un exemple concret, c'est un type qui raconte comment il saute en parachute d'un avion en feu qui est en train de s'écraser près du lac de Constance. Et puis évidemment, il n'y a pas d'image d'archive qui filme ça, donc on ne va pas pouvoir le faire. Et puis, son histoire, elle est assez forte, parce qu'il nous raconte que c'est la première fois qu'il saute en parachute de sa vie. Et puis, tu vois, il l'a jamais fait, et puis il a peur, et puis ça, tout d'un coup, on peut raconter ça en dessin animé, parce qu'on sait à quoi ressemble un B-24, parce qu'on sait même quel était le numéro de matricule et l'insigne de son avion en particulier, parce que voilà, ça c'est documenté, il existe des photos, donc on va récréer un truc, et parce que, en ayant fouillé sur Internet ou dans différents endroits, bibliothèques ou Library of Congress ou archives américaines, il y a un manuel sur on saute comment depuis un B-24. Ouais. Et du coup, on a récréé en dessin animé une image documentaire en vrai. Alors, voilà. Et on lui a donné le rythme qu'on voulait, et puis tout d'un coup, on est dans un truc où tu comprends la peur qu'il peut avoir en sautant de cet avion, et puis tout d'un coup, ce vieil homme de 92 ou 94 ans, qui te raconte avec une voix tremblante la peur qu'il a, tu le vois jeune en dessin animé, et puis tu es avec lui, et tu as une empathie énorme, si tu veux, par rapport à qui il est. Mais de nouveau, tout le processus, maintenant, à le raconter comme ça, c'est très simple, c'est très beau et magnifique, et on dirait, putain, c'est génial. Mais c'est vrai que tout le processus, il est lié à poser des questions à des gens et à confronter toujours ton truc. Maintenant, j'arriverai plus facilement à faire un film documentaire en animation, parce que le chemin m'a permis de, mais c'est vrai qu'avant, c'est un peu... Ça reste très... Et puis, tous les projets sont un peu comme ça, au fond, d'une certaine façon. Tu démarres avec une idée, tu l'as... Ici, Climage, on est un collectif. Donc, on est dans des trucs où on ne va pas faire de dépôt seul. Donc, si j'ai une idée de film, on va réfléchir à c'est quoi la meilleure stratégie pour pouvoir le financer. Ce film, il s'adresse à qui? C'est un film pour un public de festival, de télévision, de niche, des scolaires, des Suisses allemands. Je ne sais pas, c'est égal, tu vois. Et puis ensuite, se dire, ok, comment on peut faire ça? Et puis c'est quoi la meilleure stratégie pour que ces films puissent être vus? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Tous les films ont déjà été faits, enfin, pas tous, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, c'est quoi ton unique selling argument? Ton unique selling point? Comment tu vas rendre ça visible, et voilà. Et c'est vrai qu'on est dans un truc constant d'essayer voilà, de se retrouver autour d'une table et puis de discuter les projets des uns et des autres, et puis de se dire, bah tiens, là on va faire ça plutôt que ça, ou là on va essayer de faire un film de télévision plutôt que de cinéma parce qu'il aura plus d'impact comme ça, ou l'inverse, le cas échéant. Donc, bon, alors, si je résume un peu, enfin, en tout cas, si je me mets dans la peau d'un jeune ou une jeune réalisateur, réalisatrice en devenir qui viendrait te voir et te demander quelques conseils pour débuter, je pense que les premiers que je retiens, c'est de s'entourer, pas de faire tout seul dans son coin, même si bon, il y a vraiment aussi cette peur de lâcher aussi un peu, hein, surtout quand tu me dis, premier film, c'est souvent, la plupart du temps, c'est difficile, mais c'est surtout très personnel. Il y a un moment, tu as mentionné aussi le fait de rencontrer des gens, pas forcément pour ton projet en tant que tel, mais de sortir aussi un petit peu de son studio, de son bon montage. Tu as mentionné Focal, donc ce programme de formation qui propose chaque année un programme très riche, autant pour la fiction que pour le documentaire. Donc
Moi, là, j'y vois un deuxième conseil un petit peu déguisé ou pas direct, mais est-ce que, au-delà du fait de s'entourer, de ne pas Mm. porter toutes les casquettes, est-ce que dans ce métier, il y a aussi un... Tu vas me dire, dans tous les métiers, le réseau est important, mais dans ce métier, est-ce que c'est... Alors, c'est très très important. Ici, on est dans un truc où il faut connaître un peu tout le monde quand même. Ceux qui font de la fiction et du documentaire. Euh, on- Tu vois, on est un milieu où, à part la télévision, et encore, il y a quand même beaucoup de porosité entre la branche et la télévision, mais enfin, les commissions qui vont lire tes dossiers, c'est les autres producteurs ou réalisateurs ou acteurs ou chefs opérateurs, tu vois. Donc forcément que c'est bien de les connaître, qu'ils connaissent ton boulot, qu'ils voient. Moi, j'essaye de regarder un maximum de films suisses, surtout documentaires, euh, pour voir ce qui se fait. J'essaye d'aller au pitch à Lyon de la RTS, surtout pour voir qu'est-ce qui est dans l'air du temps. C'est quoi ah, quelles bonnes idées ou mauvaises idées mes concurrents ils ont, et puis comment ils défendent ça. Pourquoi. Euh, Est-ce que maintenant on va faire que des films sur le mouvement MeToo ou sur des questions raciales ou sur le changement climatique ou sur... Voilà, c'est égal. C'est juste qu'est-ce qui intéresse le public, qu'est-ce qui intéresse les autres créateurs. Et puis après, par rapport à la question de se dire, un premier film, là, on est en train ici de produire deux premiers films, qui sont deux premiers films un peu perso, donc qui ont été quand même vraiment portés par une réalisatrice et un réalisateur, mais deux films différents, si tu veux. Euh, mais c'est des films où ces gens-là sont accompagnés, alors, soit par l'instance de Climage, parce on va relire les dossiers, critiquer, puis poser des questions, puis voir dans notre réseau comment on pourrait intégrer ça, mais aussi et surtout par des monteuses qui ont une expérience énorme de se dire, bah, en fait, avec les rushs que tu as tournés, tu peux faire ça, ça, ça ou ça. Il y a 10 possibilités de faire 10 films différents ou 50 films différents. euh, et de trouver vraiment qu'est-ce qui est le film qui va le plus résonner en toi et qui tu arriveras le plus à porter. Et que nous, si on regarde par rapport aussi à d'autres gens, en général, on met beaucoup de moyens pour le montage. Et le film documentaire est vraiment écrit au montage. La plupart du temps, les bugs ou les problèmes inhérents au tournage ou à l'impossibilité de faire l'interview de machin ou de tourner cette séquence parce qu'il faisait moche, parce que les gens n'avaient plus envie ou parce que vont être sauvés au montage. Et puis on va raconter autre chose que ce que le film voulait raconter au départ, mais en gardant l'esprit, peut-être. Et puis voilà, si la question du réseau, par rapport à Focal ou d'autres, elle est extrêmement importante, aussi parce que on est un pays multilingue. Et je pense que si tu veux exister en Suisse, et si tu veux aussi que tes films soient vus en Suisse allemande, ou vice-versa, il faut connaître les Suisses allemands, il faut les rencontrer, il faut aller aux journées de Soler, il faut... Moi, j'ai eu la chance, la plupart, tous mes films, en fait, ont passé soit sur la télévision italienne, soit sur la télévision suisse allemande, et la plupart des films ont passé sur les trois télés. Euh, En version doublée ou tout titrée ou je sais pas quoi. Mais du coup, ça veut aussi dire que à la fin, quand le film, et surtout quand ils sont diffusés à la télévision, de la part surtout des SRF, de la télévision suisse allemande, je vais vraiment recevoir un rapport très détaillé de l'audimat, mais aussi des courriers de lecteurs ou de spectateurs, de spectatrices qui vont me dire Ça se fait encore. ça, mais je trouvais ça assez fascinant, tu vois. Ouais. Et puis qu'on me dit, ah, mais je connaissais cette histoire, ou je la connaissais pas, ou vous racontez des conneries, ou pourquoi vous avez tout. Mais du coup, tout d'un coup, tu te dis, ah, en fait, c'est vrai, ça a un vrai sens de faire ce que je fais. Ça, et puis quand on me dit, il y a tant de gens qui ont vu ce film, et puis tant de gens sont restés jusqu'au bout, donc ça a marché, bravo ou pas. Euh, J'aurai aussi des gens qui vont... Et c'est vrai, c'est une vraie rencontre avec des spectateurs. Alors, c'est une fausse rencontre, mais par écran interposé, par email ou par message. Mais du coup, voilà, je trouve assez intéressant d'exister là-dedans. Et puis, si tu veux, cette dernière question justement de être en contact un peu avec les Suisses allemands
voir aussi ce qu'ils font et de m'intéresser un peu, a fait que j'ai commencé un peu à m'intéresser à des choses plutôt politiques. Euh, Maintenant, j'ai une autre casquette qui est celle d'être coprésident, depuis l'année passée, de l'AROPA, l'Association romande des producteurs de l'audiovisuel, avec Elena Tati de Box Productions, qui est aussi coprésidente. Et voilà, mais c'est aussi quels sont les enjeux pour la Suisse romande pour réaliser et produire des films, diffuser, distribuer des films, coproduire des films avec nos pays voisins, la France, l'Allemagne, l'Italie, et comment ces questions, on va dire, existentielles ici, dans un territoire quand même petit, où il y a quand même beaucoup de concurrence, tu vois, parce qu'on est un bassin relativement petit, mais il y a beaucoup de boîtes de prod, surtout entre Lausanne et Genève, enfin il y en a quand même ailleurs, à Fribourg-Neuchâtel et un peu moins en Valais dans le Jura, mais quand même, euh, comment ces questions-là, elles sont différentes à Zurich ou à Bâle. Comment est-ce qu'on peut vivre comme un pôle aussi linguistique différent par rapport à Zurich, notamment. Quels sont nos enjeux par rapport à la politique nationale, à Berne, à l'OFC, et quels sont nos enjeux par rapport à la SSR, même si nos rapports avec la RTS sont plus simples que les rapports que les Suisses allemands ont avec la SRF, par exemple. Voilà, mais c'est pas un travail qui s'est fait du jour au lendemain, si tu veux. Une sorte de suite logique on va dire depuis oui, je dirais presque depuis le moment où j'ai commencé où mon film La barque n'est pas pleine était aux Journées de Soleure, et que j'ai rencontré tout d'un coup un public suisse-allemand et des autres réalisateurs suisses-allemands, jeunes et vieux, qui ont vu ça et qui ont critiqué, qui ont dit voilà, moi j'aurais pas fait ça comme ça, ou pourquoi tout ça est bien, que tout d'un coup j'ai commencé à me dire ah bah tiens, pourquoi ce film-là n'a pas été produit à Zurich, pourquoi c'est des romans qu'ils font, pourquoi, ou alors qu'est-ce qui existe chez eux et qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on est dans c'est quoi la politique aussi des diffusions de ce genre de trucs, et tout d'un coup tu te retrouves à aller au ciné-club de Langenthal ou un truc associatif à Lucerne ou à Lugano, et puis avoir, eux ils fonctionnent comme ça, c'est qui leur réseau. Alors moi je fais pas partie de leur réseau, mais c'est des gens qui sont restés un carnet d'adresses, et de temps en temps quand il y a une diffusion d'un de mes autres films à Lugano, enfin à la RSI ou à SRF, et que je vais peut-être contacter en disant vous avez bien aimé machin, peut-être que vous pourriez, ou que je vais dire voilà, tous nos films sont sur Play Suisse maintenant par exemple, ou ailleurs, et donc du coup c'est assez important d'exister quand même et de dire aux gens que tu es toujours un peu là, parce que voilà, on est très nombreux, puis les gens ont tendance quand même un peu à oublier. Donc voilà, depuis on va dire 2014, je commence un peu à m'intéresser à des questions de politique. Un peu aussi par hasard, parce que quand on a sorti La barque n'est pas pleine, c'était peu de temps après la votation du 9 février contre l'immigration de masse. Et puis on s'est retrouvé avec un film qui racontait une histoire positive de migration réussie et de combat contre le Conseil fédéral, contre à l'Action nationale qui était l'UDC de l'époque. Et donc ce film a eu un écho politique beaucoup plus grand qu'il aurait pu avoir dans une autre année, compte tenu du contexte, mais qui n'était pas prévu et prévisible, tu vois. Et donc, tout d'un coup, on est dans un truc qui a un autre message, qui n'est pas simplement celui du message du film, et qui tout d'un coup questionne d'autres. Donc c'est vrai que, voilà, de facto, j'ai été interpellé par d'autres gens, par des gens de l'ARF, l'Association des réalisateurs de films, par exemple, duquel je suis membre depuis ce moment-là, à peu près, pour faire des discussions, pour essayer d'avoir un engagement aussi politique. En 2016, c'est autre chose, mais de nouveau, un peu on me propose enfin, en fin 2015, après Atterrissage forcé, on me propose de faire un film sur Jean-Pascal Delamurin. Alors, c'est CAB Productions qui vient à ça, avec un historien, Olivier Meuvely. C'est pas tellement ma tasse de thé. Je suis pas particulièrement radical ou vaudois même, enfin un peu d'adoption, mais pourquoi moi, pourquoi, voilà. Et puis tout d'un coup, je me dis, bon, en fait, ça risque d'être assez intéressant, parce que c'est un gars
qui a quand même été un peu au sommet du pouvoir de tous les échelons, que ce soit municipal, cantonal, fédéral, tu vois, pendant les 30 glorieuses et plus. Donc c'est quelqu'un qui meurt avant l'an 2000, qui meurt avant le terrorisme et Internet. Donc on est dans le vieux monde. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière entre 64 et 98 ans, 98. Donc c'est quand même, voilà, 35 ans de carrière au sommet. Donc c'est assez génial. Et puis, et de nouveau, c'est là où je reviens à la politique, on se retrouve à faire ça l'année du lancement de la campagne Nobilag. Et voilà, on a une vraie stratégie politique qui est celle de dire on va faire ce film, qui est un film d'un portrait de quelqu'un de droite, pour que les radicaux, les PLR ou les gens du centre, pas les UDC, parce qu'on n'arrivera pas à les convaincre de toute façon. En plus, De la Muraille était pro-européen, donc c'était pas tellement leur ami. Mais pour que ces gens-là puissent se dire que c'est intéressant de sauver la télévision. Parce que, la télévision a eu l'intelligence de suivre ce gars avec des reportages. C'est un film d'archives, tu vois. Il est mort en 98, j'en ai pas. Voilà. Ils ont eu l'intelligence de le suivre pendant des années à tous les échelons, que ce soit l'Expo 64 jusqu'à sa mort, quoi, en passant par le non à l'espace économique européen et 50 000 autres épisodes, qu'ils ont eu l'intelligence de conserver toutes ces archives et d'avoir vraiment des archives sur tout, et que du coup on pouvait dire on aimerait des archives où il parle des fonds juifs en déshérence, et on les trouvait. On aimerait des archives où il est interviewé sur machin, et on pouvait les trouver, puis il y avait vraiment un boulot. Et ils ont l'intelligence de faire des coproductions avec des indépendants qui vont du coup faire ça, et que du coup, en termes de création, c'est super. Et je parle d'un film historique nouveau, parce que c'est un peu ma tasse de thé, mais pour ça, il y a 50 000 autres trucs, que ce soit par rapport à des choses de société ou des choses voilà. Donc, on avait clairement un objectif qui était très lié à cette campagne-là. Et donc, je suis apparu comme étant une figure politique enfin, possible à ce moment-là. Bon. Et puis voilà, j'avais un petit réseau, plus ou moins grand, en Suisse romande et en Suisse allemande. Et puis voilà, puis ces trucs de formation continue, de façon générale, je trouve pas toujours que le contenu de la formation est génial, si tu veux. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu rencontres d'autres gens et que tout d'un coup, tu confrontes ton projet à d'autres gens et que en fait, tu vas un peu exister dans l'écosystème de la production. Euh, on a fait ensemble un cours Eurodoc, c'est là où on s'est rencontrés, en 2018 à Versoix. Euh, les autres participantes suisses à ce truc Eurodoc, euh, je les revois pas très souvent, mais je les revois quand même. Mais je suis quand même un peu leur carrière d'une certaine façon, tu vois. Ce réseau, il continue à exister un peu. Et donc, c'est pas inintéressant de garder un peu le lien. Et ça veut dire aussi que ces gens-là, potentiellement, un jour, ils vont soit se retrouver à être en commission pour ou contre ton film, c'est bien qu'ils te connaissent, soit à aller voir ou pas ce film. Et en général, quand même, on est dans un milieu où on essaye quand même de regarder ce qui se fait, ce que font les autres. En tout cas, j'espère. Donc c'est assez logique. Et puis voilà. Et puis quand même, comme notre année, elle est quand même régie par les 3-4 grands festivals, Soleure, Nyon, Locarno, Zurich, à peu près, tu vois, Winterthur éventuellement si tu fais du court-métrage, mais enfin voilà. Bah, tu retrouves pas tout le monde à tous les festivals, certes, mais tu retrouves quand même un peu à chaque nouvelle édition un peu les mêmes têtes et c'est un peu voilà. Et puis voilà, je dirais que par rapport à d'autres branches de création artistique, théâtre, danse, le cinéma, comme il y a beaucoup d'argent quand même en jeu, parce que c'est quand même des projets qui sont plutôt chers et qui vont engager beaucoup des équipes assez grandes, suivant comment, enfin surtout en fiction, mais aussi en documentaire. Pas forcément des équipes grandes, mais des équipes qui vont être payées pendant des mois et des mois, ou des semaines et des semaines. Et ben, je trouve qu'on est une branche qui est assez bien structurée. On l'a bien vu l'année de la pandémie, on était
ceux qui avions un plan d'action aussi par rapport aux aides cantonales ou fédérales ou par rapport à des plans de protection qui étaient assez rapidement mis en place parce qu'on est une branche qui est quand même régie par des producteurs. Et les producteurs sont des gens qui sont censés penser stratégie et penser économie, financement, comment faire pour aboutir, pour que le projet se fasse de la meilleure façon possible, touche le public le plus grand possible, avec des contraintes budgétaires. Et donc voilà, on se retrouve avec des trucs très très concrets. Donc je trouve assez intéressant d'être dans un rapport justement à la politique parce que voilà, on est un petit pays avec quand même une industrie assez créatrice, assez forte, et avec des histoires très intéressantes à raconter, parce qu'on a une variété de gens, de lieux, de paysages, de langues et de cultures assez vastes dans un territoire très petit quand même. Et donc, il faut défendre ça, parce que voilà, c'est du patrimoine culturel intéressant, et que voilà, donc j'en fais partie, pas du tout par défaut, mais vraiment par conviction un peu personnelle, et parce que voilà, le fait que je parle allemand m'aide quand même beaucoup aussi à être dans des discussions au niveau national ou au niveau fédéral, hein, que ce soit par rapport à la télévision ou à l'Office fédéral de la culture ou à d'autres questions. On est quand même une branche très compétitive, mais on se donne quand même pas mal de coups de main. Et puis les gens sont un peu au courant de ce que font les autres, aussi pour pas être tous dans les mêmes plates-bandes, pour essayer de s'aménager des espaces, mais aussi pour se dire, tiens, bah voilà, je cherche un bon de montage, on en a un disponible, on vous le loue, ça doit être sur Genève pour des raisons, parce que le monteur bosse ou à Lausanne ou je sais pas quoi, et puis voilà, on est là pour se donner des coups de main, tu vois. D'accord, merci. Merci à toi. Merci encore une fois à Daniel pour ce double entretien passionnant. Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre sur le site www.climage.ch pour suivre son travail ainsi que celui de ses collègues. À bientôt.